Et donc on discute, et là il me sort, de toute façon c'est super simple, d'un côté il y a le monde libre, les pays occidentaux, et de l'autre c'est l'axe du mal, c'est super facile. Eh oui, c'est bien connu, en relation internationale c'est super simple de faire la différence entre le bien et le mal. Pas du tout! Et bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser au bien et au mal dans les relations internationales et surtout à la perception de la menace, puisque le bien généralement c'est nous et le mal c'est les autres. Il suffit d'avoir regardé Les Inconnus dans les années 90 pour comprendre ça. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. C'est Arconoïde, le turbo-animal venu de l'espace mammouth. Mais pourquoi veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Vous voyez, c'est super simple en fait. Mais bon, avant de rentrer dans le détail, on va quand même essayer de faire quelques définitions. Déjà, le bien. C'est quoi le bien? Alors le bien, valeur catégorique, suprême, idéale. Ouais, j'ai pas appris par cœur non plus. De son côté, le mal, lui, c'est, donc, l'idée de mal est associée aux comportements ou aux états de fait jugés nuisibles, destructeurs ou immoraux et qui sont source de souffrance morale ou physique. Et la dernière, celle qui va nous intéresser le plus, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, la menace. Donc la menace, c'est le fait qu'une personne ou une entité ait la possibilité ou bien l'intention affichée ou non d'infliger des blessures, la mort ou des dommages matériels à une personne ou à un groupe de personnes. Et pour nous faciliter le travail sur l'étude de la menace, on a de la chance, les revues stratégiques récentes ont divisé la menace au niveau international en 3 grandes familles. Les menaces de la force, les menaces de la faiblesse et les menaces transverses. On va les détailler un peu. Alors les menaces de la force, elles sont représentées, comme leur nom l'indique, par de la force, donc des pays puissants, les menaces de la puissance, comme en son temps l'URSS ou encore mieux, l'Empire du Mal. Les menaces de la faiblesse, elles sont à l'opposé, c'est-à-dire ce sont des États qui s'écroulent et où sur des pans entiers de territoire il n'y a plus d'autorité, ce qui peut développer toutes sortes de trafics, guérillas, milices, et qui vont par la suite s'exporter. C'est notamment le cas de la Somalie ou du Yémen. Enfin, de leur côté, les menaces transverses, elles balayent un champ assez large, donc ça peut être guerre économique, problématiques écologiques, catastrophes naturelles, mais dans le domaine sécuritaire, celles qui vont plutôt nous intéresser, c'est-à-dire plutôt le terrorisme et surtout les menaces cyber. Alors évidemment, ces menaces, elles sont propres à chaque État, sinon ce serait trop simple. Alors avant de faire un petit tour d'horizon des principales puissances et des menaces qu'elles perçoivent, on va essayer de montrer aussi que ces menaces, elles évoluent dans le temps, au travers d'un exemple, celui des États-Unis et de la menace telle qu'elle a pu être perçue au travers du cinéma américain. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant et que ça changerait un peu. Alors pour commencer, on va s'intéresser à la perception de la menace par les États-Unis au milieu des années 70 jusqu'au début des années 80. On est alors en période post-guerre du Vietnam, l'Amérique se replie sur elle-même et elle commence à douter sérieusement. Et c'est ce qui se reflète au travers de certains de ses films d'action ou de guerre, notamment des films comme Apocalypse Now ou Star Wars, car dans le premier Star Wars, l'Empire représente les États-Unis et l'Empereur représente le président américain de l'époque, Richard Nixon. Ensuite, on va aussi retrouver des films, donc une saga qu'on va traiter un peu plus, comme Rocky. Donc Rocky, le tout premier du nom, un film où aux États-Unis c'est assez sale, c'est assez pauvre, et finalement un personnage assez replié sur lui-même qui doit prouver à lui-même qu'il est capable de s'en sortir. Au début des années 80, l'Amérique change complètement de visage avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et son fameux slogan « America is back ». Et la filmographie américaine qui l'accompagne, et qui va recevoir beaucoup de succès, est très emblématique. Donc on va suivre dans ce que j'avais dit sur la série Rocky, donc Rocky 3. Rocky 3, c'est « America is back ». L'œil du tigre, mec. L'œil du tigre. Et surtout, face à son adversaire de l'époque, l'URSS, à la suite logique, c'est Rocky 4, où il va aller se battre en URSS pour vaincre un champion. Et une fois qu'on a fini de rosser l'URSS, il ne reste pas grand-chose. Donc finalement, la menace, ça va être encore des hommes blancs, voire des blonds. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans des films comme Die Hard, où le méchant, c'est des Allemands, Ja gut, ou L'Arme Fatale 2, où là on va chercher chez les Sud-Africains. Donc pour l'instant, c'est encore de la menace terroriste assez blanche finalement. Donc au début des années 90 s'ouvre une période particulièrement intéressante, puisqu'avec la chute de l'URSS, les États-Unis se retrouvent tout seuls au sommet des superpuissances mondiales et deviennent une hyperpuissance.
Dès lors, les menaces qui sont traitées par les États-Unis commencent à changer et sont particulièrement intéressantes à regarder. Donc on va quand même retrouver dans ce triptyque des choses différentes. Donc au travers des menaces de la force, on va retrouver des films comme La somme de toutes les peurs. Alors le film date peut-être de 2002, mais il est tiré d'un roman de 1992 de Tom Clancy où les États-Unis doivent affronter la Russie au travers d'une bataille nucléaire. Mais c'est là qu'on va commencer à voir les premiers films sur les menaces de la faiblesse, donc notamment La chute du Faucon Noir qui va traiter de l'effondrement de l'État en Somalie. Mais là où c'est le mieux, c'est la menace transverse. Parce que alors là, les États-Unis sont tout seuls, il n'y a plus de menaces, donc du coup, il faut aller chercher en dehors de la planète, avec des films comme Independence Day 96 ou Armageddon 98. Alors là, c'est la comète qui finalement est l'ennemi. Mais on va aussi retrouver des choses qui commencent à devenir intéressantes au travers de la menace cyber, notamment dans les films comme Matrix qui sont sortis. Ainsi est la perception américaine de la menace au milieu des années 90 et à la fin des années 90. Nous en France, à l'époque, on a eu ça. À partir des années 2000 et surtout après le 11 septembre 2001, la perception de la menace par les États-Unis change puisqu'ils ont peur désormais du terrorisme et des menaces asymétriques. Et ça va se traduire également dans leur cinéma car en dehors de la flopée de comics Marvel et DC qui est sortie depuis la période, on va aussi retrouver des films qui traitent de ces guérillas comme par exemple Des mineurs, Green Zone ou encore American Sniper. Mais les menaces de la force sont également leur retour. Et ça c'est visible notamment dans les jeux vidéo de la période. Donc par exemple en 2005, le jeu vidéo Battlefield 2 oppose les États-Unis à une confédération du Moyen-Orient, donc des pays arabes, et d'un autre côté la Chine, qui est un pays émergent. Mais on ne retrouve pas encore la Russie, qui elle va émerger un peu plus tard et qu'on va retrouver dans des jeux comme Call of Duty 4 en 2007, où la Russie est représentée au travers des forces spéciales, donc pas encore vraiment une force complètement de retour. Alors qu'en 2010, dans Battlefield Bad Company 2, là, la Russie est revenue sur le premier plan des pays qui font partie des menaces pour les États-Unis. C'est intéressant de voir cette évolution. Donc vous l'aurez compris, la perception de la menace, elle évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, on en est où? Alors, petit tour d'horizon, et on va commencer, parce qu'on a déjà effleuré le sujet, par les États-Unis. Donc au travers du triptyque, force, faiblesse, transverse. Donc pour les États-Unis, les menaces de la force aujourd'hui, c'est simple, c'est la Chine avant tout, mais aussi le retour de la Russie. Les menaces de la faiblesse, eh bien, elles sont essentiellement concentrées au Moyen-Orient, avec des États qui s'écroulent ou qui sont instables ou qui sont l'objet de rébellions, notamment la Syrie, mais également le Yémen, et dans une moindre mesure la Somalie et tout un tas d'autres pays. Les menaces transverses, elles deviennent très importantes aux yeux des États-Unis, notamment dans les problématiques cyber qui viennent de Russie et de Chine, donc il y a des liens avec les autres types de menaces. Et c'est relativement emblématique puisque les Américains ont créé le Cyber Command en 2010. Et donc c'est un commandement qui s'occupe de toutes les problématiques cyber et qui est relié au Strategic Command qui lui gère la dissuasion nucléaire notamment. Donc c'est quelque chose qui pèse finalement. Les autres menaces transverses, elles restent encore d'actualité, c'est le terrorisme. Pour la Russie, on va retrouver les mêmes problématiques mais en inversant les acteurs. La principale menace de la force pour la Russie aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et surtout, à l'intérieur de l'OTAN, les États-Unis. Eux, ils se sentent bien encerclés quand même. Du côté des menaces de la faiblesse, il y a toujours les problématiques du Moyen-Orient, mais elles sont liées aux problématiques de la force une nouvelle fois, puisque l'effondrement du régime syrien pénaliserait fortement la Russie, car cela lui ouvre une débouchée sur la Méditerranée. Enfin, du côté des menaces transverses, c'est encore lié, notamment les problématiques terrorisme au Caucase et surtout le retour de combattants de l'État islamique du Levant dans le Caucase, c'est un gros problème pour la Russie. S'adjoint à ça également, comme pour tous les autres pays, les problématiques cyber. Alors toujours du côté des grandes puissances, pour la Chine, on va retrouver les grands principes qu'on a déjà évoqués pour les deux pays précédents, mais avec des petites nuances quand même. Donc la principale menace de la force pour la Chine, c'est les États-Unis qui les empêchent clairement de s'étendre, notamment dans dans l'ouest du Pacifique et l'est de la Chine. Les menaces de la faiblesse, elles ne s'intéressent pas vraiment au Moyen-Orient, les Chinois, c'est pas leur priorité. Eux, ce qui les intéresse surtout, c'est l'Afrique et surtout les ressources africaines. Donc en gros, un État stable en Afrique qui lui permet d'extraire et de récupérer toutes ces richesses, ça les intéresse. Par contre, des zones instables, ça les intéresse pas du tout. Donc c'est les principales menaces de faiblesse pour la Chine, elles sont surtout centrées là-bas. Du côté des menaces transverses, on va également trouver les problématiques terroristes, dans l'ouest de la Chine notamment, et problématiques cyber, avec une particularité. Un gros problème pour l'État chinois, c'est l'accès à Internet de la population chinoise, avec beaucoup de restrictions. Du côté de l'Europe, c'est un peu compliqué de définir précisément la perception de la menace parce qu'elle n'est pas la même selon le pays dans lequel on se trouve. Néanmoins, on peut quand même traduire quelques grandes tendances. Du côté des menaces de la force, c'est bien le retour sur le premier plan de la scène de la Russie qui fait peur,
Et plus on est proche des frontières russes, et plus c'est une menace qui est inquiétante. Pour les pays baltes, eux, ça les dérange quand même pas mal. Du côté de l'Europe de l'Ouest, on est plus mesuré sur cette question. Les menaces de la faiblesse, elles se traduisent par une perception de la menace dans ce qu'on va appeler l'arc de crise. Donc en gros, une région qui va de l'Afrique subsaharienne au Moyen-Orient, qui sont des zones chrysogènes qui génèrent de l'instabilité, voire du terrorisme et de l'export de terrorisme. Enfin, en Europe, les menaces transverses sont surtout perçues au travers des menaces cyber et des États qui posséderaient des équipes de hackers et qui viendraient pénaliser leur réseau informatique. Alors pour voir les menaces qui sont perçues au Moyen-Orient, on va prendre deux pays en exemple, deux pays qui s'opposent, comme ça ce sera très simple, d'un côté l'Iran et de l'autre l'Arabie Saoudite. Alors pour les menaces de la force, pour l'Arabie Saoudite, c'est assez facile, c'est l'Iran, et pour l'Iran, les menaces de la force, c'est l'Arabie Saoudite, et les États-Unis, et Israël aussi. Les menaces de la faiblesse, quant à elles, eh bien, elles sont liées aux pays en crise de la région, notamment la Syrie, où les deux pays sont en concurrence en termes d'influence, mais également le Liban. Quant à elles, les menaces transverses sont représentées par le cyber, une nouvelle fois. Rappelez-vous le virus Stuxnet qui avait pénalisé les centrales iraniennes, mais également les problématiques terroristes. C'est-à-dire que, en gros, le bordel qu'ils génèrent à côté, quand ça revient chez eux, ça les ennuie un peu quand même. Après, on va retrouver des problématiques un peu similaires à un autre endroit du monde, notamment en Corée. En Corée, les problématiques sont... Ah bah non, en fait en Corée il n'y a plus de problème, donc voilà, tout va bien là-bas, il n'y a plus de menaces. Voilà, ce tour d'horizon s'achève au moins sur quelque chose d'un peu plus positif. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris au travers de cet épisode que la menace c'est très subjectif, ça dépend beaucoup de la personne qui perçoit, qu'elles sont très variées et qu'elles évoluent avec le temps. Ce qui est donc difficile à définir, mais on en revient quand même à des grands principes de base que j'avais évoqués plus tôt dans ma première vidéo, c'est-à-dire que chaque État agit dans son propre intérêt. Et donc forcément, ce qui s'oppose à son intérêt, ça diffère selon l'État. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et si vous êtes intéressé par les sujets, je vous invite à suivre le Twitter de l'émission, ainsi que la page Facebook sur lesquelles je parle régulièrement, ou du moins je relis des articles qui traitent essentiellement des menaces de la force, parce que c'est celle qui m'intéresse, et plus particulièrement en Asie-Pacifique. Et sinon, je vous dis à bientôt. Et comme je ne savais pas vraiment conclure et qu'on m'a demandé, du moins j'ai quelques fans millennials qui m'ont demandé de placer quelque chose, je vais finir comme ceci.